Nous sommes le 14 juin 1969, dans les Great Smoky Mountains, le parc national le plus visité des États-Unis, à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Ce dimanche, on célèbre la fête des pères, et comme c'est la tradition chez les Martin, tous les hommes de la famille vont camper ensemble le week-end en pleine nature. Âgé de 6 ans, Denise Lloyd Martin est du voyage avec son grand frère qui a 3 ans de plus que lui, et aussi son père Bill et son grand-père Clyde. Tous les 4 font une randonnée jusqu'à un endroit appelé Spence Field, une grande clairière entourée par une forêt épaisse, à environ 1500 mètres d'altitude dans les Great Smoky Mountains. Le site, très sauvage, n'est accessible qu'à pied. Aucune route ne le dessert, et il n'est pas rare d'y croiser des cerfs. Les Martin s'installent donc dans l'herbe pour pique-niquer en pleine nature. Denise joue avec son frère. C'est une journée magnifique. Et là, il se passe un événement surprenant. Une autre famille arrive à Spencefield et leur demande si leurs 2 fils peuvent jouer avec ceux des Martin. « Bien sûr !» répond le père de Denise. « Venez !» Il leur serre la main et se présente. « Mon nom est Bill Martin. »« C'est drôle, nous aussi nous nous appelons Martin !» répondent les arrivants. Vers 16h cet après-midi-là, les jeunes décident de jouer à cache-cache à la lisière de la forêt, non loin de leurs parents. Monsieur Martin, qui exerce la profession d'architecte à Knoxville, Tennessee, est un père attentif. Tout en conversant, il surveille ses enfants, qui sont juste à une quinzaine de mètres. À un moment donné, il voit le petit Denis passer derrière des buissons. Quelques minutes plus tard, le jeu prend fin. Tous les enfants reviennent, sauf Denis. Son père et les autres se lèvent aussitôt, il appelle. Mais ils n'obtiennent aucune réponse. Envahi par un mauvais pressentiment, M. Martin pénètre dans la forêt. Il tend l'oreille. Il n'entend rien. Aucune trace de Denis. C'est comme s'il s'était évaporé. M. Martin aperçoit le célèbre sentier des Appalaches qui passe à 5 mètres de là et s'enfonce vers le sud du parc. Sans vraiment réfléchir, M. Martin se lance dans une course folle. Il dévale le sentier en scrutant autour. En bonne condition physique, il parcourt presque 3 km, mais Denis n'est nulle part en vue. À son retour, Bill envoie son père à Cates Cove, dans la vallée, pour prévenir les secours. Les park rangers sont réactifs. Ils se mobilisent rapidement avec des volontaires, et dès 6 heures du soir, une centaine de personnes entament une opération de recherche et de sauvetage à Spencefield. Mais coup du sort, le temps change brutalement et il commence à pleuvoir abondamment sur le parc. Les Smokies n'ont pas connu une météo pareille depuis des années. Plus de 6 cm d'eau vont tomber en un temps très court, et les précipitations vont durer plus d'1 semaine. Résultat, les ruisseaux débordent et le terrain devient boueux. Ces conditions météorologiques exécrables compliquent énormément le travail des secours. À la nuit tombée, les rangers n'ont toujours pas localisé le petit Denis et ils suspendent les recherches jusqu'au lendemain. Lorsque le jour revient, le lundi 15 juin 1969, les recherches reprennent. Mais une brume épaisse couvre les Great Smoky Mountains qui portent bien leur nom, les montagnes enfumées. La visibilité médiocre cloue les hélicoptères au sol. Difficile de trouver des traces de pas dans les sentiers trempés. Les chiens, quant à eux, ne détectent pas d'odeur. Mais le National Park Service ne lésine pas sur les moyens. Disons-le tout de suite, la disparition de Dennis Martin engendre la plus grosse opération de search and rescue de l'histoire des parcs nationaux aux États-Unis. Dans le courant de la semaine, plus de 1000 hommes fouillent le parc. Et un événement hors norme se produit. Un détachement de bérets verts de Fort Bragg, Caroline du Nord, investit la zone pour prêter main forte au secours. C'est très inhabituel. En effet, dans 99,9% des cas, lorsque des militaires participent aux opérations de sauvetage aux États-Unis, ce sont des membres de la garde nationale, c'est-à-dire des réservistes. Comme ils vivent dans la région, ils sont rapidement mobilisables. Si les membres de la garde nationale sont en quelque sorte des soldats du dimanche, les bérets verts sont eux la crème de la crème. Ils appartiennent aux forces spéciales de l'US Army. Ce sont eux qu'on envoie derrière les lignes ennemies en cas de conflit. Petit aparté pour ceux qui aiment le cinéma, John Rambo est un béret vert. Donc les bérets verts arrivent ainsi en hélicoptère à Spencefield. Personne ne sait qui a appelé ces soldats d'élite qui ont combattu dans la jungle au Vietnam. Apparemment, ils faisaient des exercices dans le coin et ils sont venus donner un coup de main. Leur attitude est cependant étrange. Ils mènent leur propre opération de recherche, restent à l'écart des autres équipes et ne communiquent pas avec elles. Et certains observateurs se demandent pour quelles raisons ils sont armés.
Très vite, un agent du FBI de l'antenne du Tennessee fait également son apparition sur le terrain. Officiellement, il ne conduit pas d'enquête, mais il se contente de monitorer l'opération, c'est-à-dire qu'il suit l'opération. Concrètement, l'agent fédéral rédige des rapports qu'il envoie ensuite en Virginie, à Quantico, où ils sont analysés par des experts en profilage. Vous voyez ça dans les séries, dans les films. Donc les informations sont rentrées dans des bases de données, dans l'optique de trouver des affaires analogues et mettre à jour d'éventuelles séries criminelles. Et il faut le reconnaître, les profilers du FBI sont les meilleurs au monde pour cette activité. Donc dans les Great Smoky Mountains, les jours passent et les recherches patinent. Dwight McCarter, le ranger en charge de l'opération, est dépassé. C'est un pisteur expérimenté. Il a déjà secouru beaucoup de personnes égarées dans le parc. Et il n'a pas relevé la moindre empreinte du petit Dennis. Et les chiens n'ont détecté aucune odeur? C'est la compréhension totale. Comment un enfant de 6 ans a-t-il pu s'évanouir dans la nature en quelques minutes? Rien ne permet d'expliquer qu'un tel drame ait pu se produire. À moins que... Revenons sur l'après-midi du dimanche 14 juin 1969. 1 heure environ après la disparition de Dennis Martin. Monsieur et Madame Key et leur fils se baladent dans le parc national des Great Smoky Mountains. En arrivant à Cade Coves, dans la vallée, ils ont demandé au bureau des rangers où aller pour observer des ours et on leur a indiqué Lawrence Creek, une zone sauvage à environ 700 mètres en dessous de Spencefield. Les Keys sont en train de marcher tranquillement sur le sentier montant vers Lawrence Creek, quand soudain ils entendent ce qu'ils décriront comme le pire cri qu'ils aient entendu de leur vie. Un cri primal. À ce moment-là, le fils des Key montre du doigt quelque chose dans la colline boisée au-dessus d'eux. « Hé papa, dit-il, regarde, il y a un ours là-haut !» Monsieur Key plisse les yeux vers les arbres. « Non, ce n'est pas un ours, répond-il. On dirait plutôt un homme. » Un individu athlétique à l'aspect négligé. La silhouette semble vouloir se cacher derrière les arbres, comme pour ne pas être vue. Un brin effrayé, la famille Key décide d'interrompre la promenade. Ils reviennent au parking où leur voiture est garée et rentrent chez eux. Notons qu'ils ignorent que Dennis a disparu. Lorsque le lendemain, M. Key apprend dans le Knoxville Times qu'on recherche Dennis Martin dans les Smokies, il repense à l'incident de la veille. Ce qu'il a vu pourrait avoir un lien avec sa disparition. M. Key lit dans l'article que le FBI monitore l'affaire et prend l'initiative de le contacter. Il appelle donc les fédéraux pour apporter son témoignage. Il leur explique ce qu'il a vu et leur fait la proposition suivante. « Retrouvons-nous là-bas, je vous montrerai où c'était. »« Non, lui répond le FBI, nous viendrons chez vous. » M. Key raccroche, pour le moins surpris. Il aurait tout de même été plus logique que la police fédérale aille sur place pour bien visualiser les choses et éventuellement chercher des indices. C'est bizarre. Comme convenu, des agents du FBI viennent interroger M. Key à son domicile. Ce dernier explique en détail ce qu'il a vu avec sa famille sur la colline, la silhouette qui ressemble à un ours et le cri qui leur a glacé le sang. Le FBI enregistre sa déposition, mais selon eux, ce qu'ont vu les Key n'a aucun rapport avec la disparition de Dennis Martin. C'est trop loin, et ça ne colle pas avec le créneau horaire. M. Key, qui ne partage pas cet avis, proteste, mais on lui fait comprendre qu'il ne doit pas insister. M. Key est très contrarié, car son témoignage n'est visiblement pas pris au sérieux, ni par le FBI, ni par la presse. Il ne sera fait mention de son observation qu'une seule fois dans le Knoxville Times, et les informations sont incomplètes. Dans les Smokies, les équipes de recherche se réduisent comme peau de chagrin, puis sont stoppées, aux grandes dames de M. Martin, qui est convaincu que son fils a été enlevé. Il connaît son fils mieux que quiconque. Dennis n'aurait jamais fugué. De plus, il n'aurait pas eu la capacité de fuir si rapidement. Il n'avait que 6 ans. Tentative de la dernière chance, les Martin offrent une récompense de 5 000 $ à quiconque leur fournira un renseignement permettant de retrouver Dennis en bonne santé. Les semaines s'enchaînent. Les chances de retrouver l'enfant vivant sont désormais nulles. On cherche désormais le corps de Dennis. On fait venir des cadaver dogs, des chiens qui peuvent repérer des odeurs de décomposition à des kilomètres à la ronde. Mais ils font chou blanc. Dans l'espoir de localiser la dépouille de Dennis, on va même jusqu'à observer les vautours et autres oiseaux charognards qui tournent dans le ciel. En vain. On trouvera juste un chien et un lynx morts. Mais l'histoire n'est pas totalement terminée. Profondément marqué par la perte de son fils, M. Martin ne s'est jamais vraiment remis de cette tragédie.
Plus tard, il a même déclaré ne plus faire confiance aux autorités officielles ni à la presse. Et vous allez comprendre pourquoi. Lors de sa déposition de juin 1969, M. Key avait indiqué au FBI et aux journalistes que la silhouette aperçue dans la colline peu de temps après la disparition de Dennis portait quelque chose sur son épaule. Mais cette information, pourtant d'une importance capitale, n'a jamais été publiée dans le journal. Pire, McCarter, le ranger chef des recherches, a reconnu il y a quelques années que l'observation des Key était la meilleure piste dont il disposait, mais qu'elle n'a pas été suivie. M. McCarter avait même refait le trajet à pied entre Spencefield et Rowan's Creek pour vérifier. Pour lui, les localisations et le créneau horaire étaient compatibles avec un enlèvement. Le FBI en a décidé autrement. Selon toute apparence, le bureau ne s'est pas contenté de suivre l'affaire. Et M. Martin a confié que le directeur du parc, avec qui il était en relation, n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnel. Il appliquait des ordres venus d'en haut. L'affaire Dennis Martin est décidément très opaque, et peut-être encore plus sinistre qu'on pourrait le penser. Dernier rebondissement en date, d'autres disparitions inquiétantes se sont produites ultérieurement dans les Great Smoky Mountains. À chaque fois, c'est le même agent du FBI qui a monitoré les affaires. Et devinez quoi ? On a appris qu'il a fini par se suicider, juste avant son départ à la retraite. En dépit des efforts colossaux entrepris pour le retrouver, le petit Dennis Martin a disparu sans laisser de traces. Presque 50 ans après les faits, on ignore ce qui est devenu de lui. Un médium s'est même penché sur ce dossier pour essayer d'aider les recherches. Il a contacté le NPS pour indiquer qu'il avait eu la vision d'une grotte, sans pour être plus précis car il faisait très sombre. Qu'est-il arrivé exactement à Dennis Lloyd Martin le 14 juin 1969 à Spencefield ? Cette question reste encore sans réponse aujourd'hui. Donc, je vous ai raconté les faits dans l'émission précédente. Aujourd'hui, je vais me livrer à certains commentaires et des analyses aussi pour vous aider à mieux décrypter cette affaire. Donc, cette affaire s'est déroulée en 1969 dans le Tennessee et presque un demi-siècle après les faits, la disparition de Dennis demeure mystérieuse. Vu la chape de plomb qui a pesé sur l'affaire, on ne peut faire que des suppositions. Revenons sur les principales zones d'ombre. Qu'est-il arrivé à Dennis Martin ? Si on s'efforce de réfléchir de manière rationnelle, on pourrait d'abord penser que l'enfant, frêle, a été attaqué par un animal sauvage. Les Great Smoky Mountains abritent quantité d'ours noirs et de lions des montagnes. Néanmoins, les secours n'ont trouvé aucune scène de crime. En général, lorsqu'il y a une attaque par un animal sauvage, on retrouve de l'herbe piétinée, des marques dans la terre, du sang, et surtout les limiers ou les chiens qui sont spécialisés dans la détection d'êtres humains auraient obligatoirement détecté les odeurs de Dennis et du prédateur. Il faut savoir aussi que lorsque les rangers suspectent une agression par un fauve, ils font appel à des pisteurs et à des chiens spécialisés. Bon, admettons que les pluies abondantes qui se sont déclenchées après la disparition de Dennis aient effacé les traces et perturbé l'odorat des chiens. Mais quid du silence au moment des faits ? Si Dennis s'était fait mordre et traîné sur le sol par un lion des montagnes, il aurait probablement hurlé. Et son père, qui n'était pas loin et vigilant, l'aurait entendu. Et même si un cougar avait tué en silence Dennis, en le mordant la nuque par derrière, et traîné dans un lieu tranquille, les prédateurs ne consomment jamais leur proie en intégralité. Ils peuvent enterrer les restes, par contre. En citons quelques rumeurs ayant circulé à l'époque. C'est vrai que Dennis souffrait d'un léger retard mental, et son handicap aurait pu jouer un rôle dans sa disparition. On a aussi dit qu'il aurait pu mourir accidentellement dans un piège à ours. L'accident aurait été camouflé après coup. Et on sait quel crédit accorder au ragot. Le problème, c'est que, quelle que soit la cause du décès, si Dennis était mort, un cadaver dog ou un chien renifleur de cadavres aurait repéré les odeurs de décomposition dans les semaines suivantes. C'est biologique. Parlons des bérets verts maintenant. Il faut revenir sur un des points nébuleux de l'affaire, l'intervention de l'unité d'élite de l'US Army. Qui a fait venir les bérets verts ? Certainement pas M. Martin. Le père de Dennis ne bénéficiait pas de relations avec des personnes haut placées. On a raconté que les bérets verts sont venus apporter à leur aide car ils étaient en exercice dans la région, mais personne ne sait qui les a contactés. De plus, leur comportement était très bizarre. On présume qu'ils ont préféré travailler seuls par souci d'efficacité, mais tout de même, en matière de coordination, on a connu mieux.
Ne pas se mêler ou communiquer avec les autres équipes de Search and Rescue était-elle la méthode la plus efficace pour retrouver Denis? Pourquoi les militaires étaient-ils armés pour une seule opération de sauvetage? Cherchaient-ils Denis ou autre chose? Et qu'ont-ils trouvé? Impossible de le savoir. Si les forces spéciales sont tenues par une obligation de secret, un ancien membre a quand même reconnu en off que chercher des personnes disparues ne fait pas partie des missions habituelles des Bérets Verts. Ça n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire des parcs nationaux aux États-Unis. Évoquons maintenant l'importance des noms. Rappelez-vous que l'histoire démarre par un événement apparemment anodin, mais qui établit d'entrée une atmosphère étrange. Les 2 familles qui se rencontrent dans ces lieux très isolés ont pour nom Martin. Est-ce un hasard? Une coïncidence? Ou une synchronicité? Et par la suite, Monsieur Key, qui signifie clé en anglais, intervient pour apporter son témoignage. C'est troublant quand on pense qu'il détient peut-être la clé de l'énigme. Passons maintenant au témoignage de Monsieur Key, un témoignage capital. En ce qui concerne l'observation de la famille Key, comment le fils a-t-il pu confondre dans un premier temps un homme avec un ours? Donc évoquons dès à présent une des explications hors normes qui seront développées dans une partie du livre. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à un cryptide. À titre de rappel, la cryptozoologie est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence officiellement. Question: quel est le cryptide le plus populaire aux États-Unis? Réponse: le Bigfoot ou Sasquatch. Une créature humanoïde bipède couverte de poils, mi-homme, mi-bête. Seulement, on peut ici écarter cette piste pour 2 raisons. D'abord, on attend toujours une preuve irréfutable de la réalité du Bigfoot. Et Monsieur Key a bien précisé qu'il s'agissait d'un homme. Un homme à l'aspect négligé. Venons-en maintenant à une piste non suivie. Dwight McCarter, qui est le park ranger ayant mené les opérations de recherche concernant Denis Martin, est un homme courageux. Ce brave homme est un des seuls à s'être exprimé ouvertement sur cette affaire. Contre l'avis de son employeur, il affirmait être convaincu que Denis avait été victime d'un kidnapping. Il a même avancé une hypothèse, d'autant plus surprenante qu'elle va dans le sens du témoignage de M. Key. Tenez-vous bien, McCarter a déclaré qu'à l'époque, un groupe de wild men, hommes sauvages, vivait clandestinement dans les Great Smoky Mountains. Attention, on ne parle pas d'hommes de Néandertal, mais d'hommes comme vous et moi. Des individus sales, aux cheveux longs, vêtus de peau de bête et qui auraient choisi de vivre dans les bois, en marge de la société. Ne respectant aucune loi, ces marginaux armés seraient extrêmement dangereux. Selon McCarter, la direction du parc et le NPS, le National Park Service, donc qui est l'agence fédérale qui gère tous les parcs nationaux aux États-Unis, étaient tout à fait au courant de l'existence de ces wildmen, mais qu'ils ne parvenaient pas à les contrôler. Quelques années avant la disparition de Denis, un ranger qui travaillait seul dans un coin reculé du parc s'était fait agresser par l'un d'eux. Étant donné qu'à l'époque les rangers ne portaient pas d'armes, l'employé du parc n'avait pas été en mesure de se défendre et laissé presque pour mort. Les autorités ont toujours passé sous silence l'existence de ces inquiétants intrus, mais il semblerait qu'ils squattent toujours les vastes forêts des Smokies. Indice supplémentaire de leur présence, les Indiens de la tribu des Cherokees vivant dans une réserve voisine du parc national ont rapporté avoir trouvé des empreintes de pieds nus. Et il se murmure qu'on entend parfois des bruits de tambours et de flûtes provenant de vallées supposées inhabitées. Les Great Smoky Mountains étant le parc national le plus populaire des États-Unis, on peut comprendre pourquoi les officiels ne communiquent pas sur ce point. Avec plus de 300 millions de visiteurs en 2015, l'activité du parc génère un revenu annuel de 800 millions de dollars et soutient 11 000 emplois dans la région. Parler du danger des wildmen et des risques encourus par les touristes risquerait-il de tuer la poule aux œufs d'or? Avant d'en finir avec cette affaire, abordons l'attitude ambiguë du FBI. Contrairement aux annonces officielles, le FBI a joué un rôle actif dans ce dossier.
faut rappeler qu'en cas de disparition banale, l'agence gouvernementale n'a aucune raison d'intervenir. Elle n'est compétente qu'en cas de meurtre ou d'enlèvement supposé. L'implication des fédéraux est un indice qui suggère fortement que Dennis a été kidnappé à Springfield. Incapable de solutionner le problème des Wildmen et soucieux de préserver les intérêts du National Park Service, le FBI aurait-il contribué à étouffer l'affaire en discréditant le témoignage de M. Key? Dernier élément très suspect, l'agent du FBI de l'antenne du Tennessee, qui a suivi ce dossier ainsi que d'autres cas de disparition irrésolus dans les Smokies, s'est suicidé. Aurait-il eu un secret trop lourd à porter? À moins qu'il ait eu des remords liés à son travail. Le mystère continue de planer encore aujourd'hui. Saura-t-on un jour la vérité sur la disparition de Dennis Martin en 1969? Personne ne peut le savoir. Allons maintenant plus loin. Existe-t-il vraiment des hommes sauvages dans les vastes forêts américaines? Serait-il possible qu'ils présentent un danger? Nous allons maintenant étudier cette possibilité. Est-ce que ces êtres seraient responsables d'enlèvement? Donc on a vu que cette hypothèse d'un rapt d'enfants par des Wildmen a été avancée par un park ranger, un professionnel expérimenté qui connaît bien le sujet. Donc on a tendance à penser que c'est quand même une personne de bonne foi, digne de confiance. Donc dans ce cas, il s'agirait bien d'individus donc appartenant biologiquement à l'espèce humaine et qui seraient revenus à l'état de nature. Ils auraient probablement dégénéré au point de ne plus avoir aucun sens moral. Donc ces Wildmen vivraient clandestinement dans des parcs nationaux, dans des zones inhabitées. Ils évolueraient en marge de la société et de ses règles. Vous vous demanderez sûrement pourquoi est-ce qu'ils enlèveraient des femmes ou des enfants de temps à autre. Eh bien, peut-être pour assurer leur reproduction, je sais pas. Ou pire, peut-être les réduire à l'état d'esclaves sexuels. Et vous vous demanderez sûrement comment ces Wildmen font-ils pour rester aussi discrets. C'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les médias. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus. Peut-être que ces Wildmen ont appris à se déplacer rapidement et de manière furtive sur des terrains escarpés. Et vous vous demanderez, oui, mais si ce sont des hommes, comment font-ils pour échapper aux radars infrarouges dont sont équipés les hélicoptères, les avions qui participent aux opérations de sauvetage? Il faut savoir que là, par exemple, les pouvoirs publics utilisent des hélicoptères qui sont équipés de radars infrarouges, des radars à balayage frontal qui permettent de détecter toute trace thermique émise par tous les êtres vivants dans un secteur. Donc ils sont capables de repérer je sais pas, un ours, et même si une personne est morte, il faut savoir qu'un cadavre émet de la chaleur pendant plusieurs jours. Donc on peut détecter son corps. Voilà. Donc comment ces Wildmen font-ils pour échapper au radar infrarouge? Eh bien moi j'ai ma petite idée. Et s'ils vivaient sous terre? Il faut savoir qu'il existe dans les parcs nationaux un nombre très élevé de grottes, de caves et de galeries anciennes qui ne sont plus répertoriées sur aucune carte. Donc dans ma théorie, ces Wildmen se cacheraient la journée sous la surface de la Terre, donc là ils sont indétectables par l'infrarouge, et qu'ils sortiraient uniquement la nuit. Ils seraient habitués à vivre dans l'obscurité et ne feraient pas de feu par discrétion. Il faut savoir que le NPS, donc l'agence fédérale qui gère les parcs, dispose d'une technologie satellite qui lui permet de détecter les départs de feux de forêt. En clair, si vous faites un feu de camp dans un parc national, l'administration est capable de le savoir et d'envoyer des rangers vous mettre une grosse amende. Voilà, donc ces Wildmen se seraient adaptés au terrain, à nos sociétés. Ils auraient appris à vivre furtivement. Et voilà, peut-être que de temps à autre, ils seraient responsables de certaines disparitions inexpliquées. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin
de l'émission consacrée donc à la disparition de Dennis Martin. Donc c'est une des histoires tirées de mon nouveau livre qui s'appelle Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses donc aux États-Unis. Donc si vous voulez en savoir plus et retrouver beaucoup d'autres histoires qui sont tout aussi étranges, fascinantes je trouve, vous pouvez retrouver le livre donc sur Amazon. On se retrouvera prochainement, je vous raconterai une autre histoire tirée de ce livre. Voilà, donc en attendant je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, peace.